Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Accéder à un logement quand on est jeune, en décrochage avec sa famille, en sortie d'institution et qu'on cumule donc difficultés financières, familiales et sociales, relève du véritable parcours du combattant. Pour nos invités, les jeunes vulnérables sont les oubliés du logement, particulièrement dans des villes comme Bruxelles où les loyers sont élevés et les logements pas toujours de qualité. Comment améliorer l'accès des jeunes les plus vulnérables au logement et comment, de façon plus générale, lutter contre la précarité galopante d'une partie de la jeunesse. On en parle dans notre émission ce soir. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizan. Et j'ai le plaisir d'accueillir en studio Didier Giblet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de la SBL Solidarité Logement et à vos côtés Philippon Toussaint. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur du service de la prévention de Bruxelles. Alors, pour cadrer un peu la discussion, j'ai envie de revenir sur un terme que j'ai déjà cité dans l'introduction, Philippon Toussaint. C'est ce terme de jeune vulnérable. Ça signifie quoi, un jeune vulnérable ? C'est important, effectivement, de bien préciser de qui on parle. A priori, être jeune, c'est toujours difficile et donc on est toujours quelque part un peu vulnérable quand on est jeune. Mais il y a des jeunes qui sont dans une situation plus vulnérable que d'autres. C'est peut-être des jeunes qui ont moins de ressources matérielles, entre autres, de ressources matérielles et financières, mais aussi peut-être qui ont un réseau plus faible que les autres. Il est clair que si un jeune se trouve en difficulté scolaire, en difficulté avec sa santé, en questionnement avec lui-même, s'il n'a pas dans son entourage des gens avec qui il peut en parler, s'il n'a pas des ressources financières pour aller consulter quelqu'un, pour aller voir quelqu'un, eh bien, il va avoir plus de difficultés à s'en sortir. C'est ces jeunes-là qui sont ciblés. Et en règle générale, les jeunes vulnérables sont dans les quartiers socio-économiques les plus faibles. Alors, ces jeunes, ils viennent, vous avez déjà un peu répondu, mais ils viennent d'où ? C'est-à-dire est-ce qu'ils viennent principalement de Belgique ? On sait que les MENA peuvent être aussi, donc les mineurs étrangers non accompagnés, peuvent faire partie aussi de ces jeunes vulnérables ? Les jeunes MENA sont particulièrement vulnérables. Ils ont particulièrement peu de ressources et évidemment se sont coupés de leur réseau naturel, se sont coupés de leur famille pour la plupart d'entre eux et donc sont ici seuls, livrés à eux-mêmes, sans revenus, sans quoi que ce soit pour pouvoir se raccrocher à quelque chose. Donc ils sont particulièrement vulnérables. C'est sans doute les plus vulnérables de notre société pour l'instant. Et en quoi, pour ces jeunes, qu'ils soient MENA ou que ce soit tous les autres que vous avez cités avant, en quoi accéder à un logement peut relever vraiment du parcours du combattant pour eux ? C'est très difficile d'expliquer toutes les raisons qui font que c'est un parcours difficile pour obtenir un logement. Mais d'abord, il y a l'aspect évidemment financier qui est très important. C'est que les logements sont de plus en plus chers, sont de plus en plus exigeants sur le plan budgétaire. Et puis, il y a aussi une discrimination encore raciale et sociale qui fait que quand on est d'origine étrangère et que, qui plus est, on n'a pas de moyens financiers importants, on est particulièrement ciblé et stigmatisé et ce sera d'autant plus difficile. Et puis il y a aussi une question de temporalité, c'est que il faut avoir des moyens tout de suite. Il faut payer son premier loyer, il faut payer une caution, il faut payer une garantie locative et tout ça, ça complique vraiment singulièrement les choses. Oui, surtout pour ces jeunes, comme vous le disiez, qui n'ont pas nécessairement de réseau autour d'eux, de famille ou autre. Voilà. Et c'est vrai que si je prends l'exemple d'un jeune que je connais bien, c'est moi-même quand je me suis installé pour la première fois à Bruxelles quand j'étais étudiant, bien j'avais un réseau autour de moi, j'avais des parents qui pouvaient mettre une garantie locative, j'avais des gens qui pouvaient m'aider à chercher un logement, et puis j'avais la gueule de l'emploi, j'étais blanc-bleu belge, étudiant, jeune, c'est plus facile. Quand on est d'origine étrangère, qu'on n'a pas de réseau autour de soi et qu'on n'a pas de moyens financiers, c'est presque peine perdue de trouver ce logement. Alors c'est là que peut intervenir Solidarité Logement. En tout cas, Solidarité Logement fait partie de ce réseau d'associations qui travaillent sur la question du logement et plus particulièrement du logement des jeunes. Alors Didier Giblet, est-ce que vous pouvez nous dire quel est finalement le rôle, la mission de votre association Solidarité Logement ? Certainement. Alors peut-être juste mettre dans le contexte pour expliquer un petit peu notre évolution. Donc nous venons de fêter nos 15 ans d'existence. C'est une initiative qui a été créée tout à fait de manière privée et individuelle par une personne proche face au sans-abrisme dans la ville de Bruxelles.
Et très vite, il a pris des initiatives, mais vraiment individuelles aussi, quant aux bénéficiaires à aider. Ça, c'était la première étape. Et puis, vers, disons, 2015, après 5-6 années d'existence, on a commencé d'abord à avoir un peu plus de ressources par les dons que nous recevons et que nous récoltons. Et nous avons aidé d'autres associations. Et puis, dans une troisième étape, qui est encore plus récente, 5-6 ans, on a vraiment commencé à pourvoir du logement. Et là, les jeunes interviennent, mais nous avons 2 publics cibles. Le premier public cible qu'on a aidé à notre création était plutôt les femmes isolées avec ou sans enfants. Et puis là, on aide aussi, donc on garde ces 2 publics cibles, on aide aussi les jeunes en rupture de lien familial, essentiellement dans la tranche 16-25 ans. Alors, vous aidez, mais donc ce que vous allez proposer ou sur quoi vous allez travailler, c'est plutôt sur la brique, j'ai envie de dire. Est-ce que donc vous travaillez sur le bâtiment, vous concevez, vous achetez, vous concevez, vous récupérez, enfin vous allez nous dire un petit peu les différentes manières de faire, mais en tout cas vous avez le bâtiment que vous mettez à disposition de jeunes et d'associations qui vont accompagner alors le jeune au quotidien, c'est ça ? Tout à fait. Donc dans cette troisième et dernière phase où on est maintenant, on est vraiment devenu pourvoyeur de logement. Donc, il y a énormément d'associations dans la galaxie. Solidarité Logement est une des associations qui crée du logement. Alors vous parliez de briques. La brique aujourd'hui à Bruxelles, et nous ne sommes pas, on y reviendra tout à l'heure sans doute, nous ne sommes pas actifs qu'à Bruxelles, mais la brique est chère. Donc par la force des choses, nous avons diversifié notre parc immobilier, mais aussi surtout la manière de pourvoir du logement. Donc il y a la brique, il y a vraiment la construction, il y a la rénovation. On est maintenant occupé avec parfois un droit de superficie sur certains terrains pour alléger l'acquisition. Il peut se faire aussi par copropriété, ou par coopérative, par droit d'amphithéose. Donc on a vraiment vu la précarité qui croît, comme disait Philippon, mais aussi les prix de l'immobilier qui sont devenus certainement en région Bruxelles-Capitale, mais encore une fois pas que, qui sont devenus impossibles. On est obligé de chercher plein d'alternatives. Alors une fois qu'on a créé de la brique, que ce soit en la construisant, en la rénovant ou en trouvant d'autres astuces entre guillemets, nous travaillons avec 2 types d'organismes. D'une part, pour la location à long terme, nous travaillons avec des AIS, des agences immobilières sociales. Ça veut dire que nous nous assurons que nous n'aurons, nous, pas à faire face à un vide locatif. Ça, c'est la première chose. Ça veut dire qu'il faut aussi passer des conventions avec ces AIS pour un petit peu bien cerner les publics cibles que nous targetons. Et deuxièmement, on travaille aussi main dans la main avec des organisations et des associations d'aide à la jeunesse. Voilà, on travaille énormément avec Capuche, avec d'autres que Philippon connaît très bien. Avec Abaca, par exemple, voilà, avec qui Abaca. travaille aussi. Alors là, plus à l'autonomie, qui travaille avec le jeune vraiment, notamment à l'autonomie. Philippon Toussaint, ça veut dire qu'aujourd'hui, pour lutter contre la précarité des jeunes et en l'occurrence ici peut-être plus le mal logement ou le sans logement, le sans-abrisme, le sans-chez-soirisme, c'est obligatoire de finalement travailler main dans la main entre plusieurs services, plusieurs associations, parce qu'il manque de logements publics qui seraient proposés à ces jeunes. Je pense qu'effectivement, il manque de logements publics, entre autres, de logements accessibles tout simplement. Ça peut être des logements privés, mais accessibles, de bonne qualité, et qui sont situés dans des endroits où le jeune peut avoir une activité sociale et professionnelle et scolaire. Mais travailler en intersectorialité, c'est essentiel dans la prévention sociale en général. La prévention sociale pour les jeunes en particulier, il est quasiment impossible de ne pas travailler main dans la main avec le secteur du logement, avec le secteur de la petite enfance, avec les services à EBO bien entendu, mais avec le secteur jeunesse, avec la magistrature. L'intersectorialité est indispensable parce que quand on touche à un aspect de la vie d'un jeune, eh bien, il y a un autre aspect qui rentre en ligne de compte également et tout s'enchaîne et tout se relie. Mais oui, alors j'ai envie de lire un témoignage qui est repris dans les actes du colloque que vous avez organisé avec Solidarité Logement il y a quelques mois, mais donc les actes viennent d'être publiés. Donc les actes de ce colloque qui s'appelait donc les jeunes vulnérables, les oubliés du logement. Alors je reprends, je vais vous lire un témoignage qui avait été cité dans ces actes.
Je m'appelle Aya et j'ai 17 ans. J'ai 17 ans et jusqu'il y a peu, je vivais avec ma mère. Ça allait plutôt bien. Je sais qu'elle souffre d'une sévère dépression et un jour, sans raison apparente, elle m'a mise dehors. J'ai 17 ans et j'ai dû trouver une solution, puis une autre, puis encore une autre. J'ai 17 ans et j'ai dû être hébergée dans un premier temps par ma tante, puis par ma meilleure amie, et maintenant par mon copain. J'ai 17 ans et j'ai traversé la précarité, une amitié qui a complètement été détériorée, une relation amoureuse qui par de nombreuses agressions a été ponctuée. J'ai 17 ans et le 22 avril prochain, je souffle enfin mes 18 bougies. Alors que celles-ci sont habituellement assimilées aux boîtes de nuit, au fait de pouvoir passer son permis de conduire, bref, généralement synonyme de liberté, chez moi, l'ambiance est différente. Cette histoire, j'ai fait un effort monstre pour pouvoir la raconter. Alors imaginez que je doive la raconter hyper souvent, face à de parfaits inconnus, le tout pour espérer peut-être récupérer et retrouver un peu de dignité. Alors, ce témoignage, j'ai l'impression que il illustre plusieurs choses qu'on a déjà dites, mais peut-être vous faire réagir à ce témoignage. Qu'est-ce que vous, ça vous inspire quand vous entendez ce genre de choses ? Moi, ça m'inspire que j'aurais bien voulu rencontrer Aya quand elle n'avait pas 17 ans, mais quand elle en avait 15, 14, pour pouvoir travailler de manière préventive et donner une impulsion positive à sa destinée qui, sans doute, il y avait déjà des signes précurseurs qui pouvaient indiquer qu'il y avait un climat qui était en train de se détériorer dans sa famille, qu'il y avait des difficultés scolaires, qu'il y avait etc., et qui fait qu'on aurait pu intervenir de manière préventive et plus tôt. Et donc, je me dis qu'ici, pour Aya, ça a foiré, ça n'a pas marché, les filets de prévention n'ont pas été suffisants. J'ose espérer et j'ose croire que pour d'autres jeunes, ça fonctionne et que des services AMO qui travaillent dans la prévention, ça fonctionne bien. Et ce qui serait une erreur, ce serait de se focaliser trop sur ceux qui sont passés à travers tout, au détriment de la prévention. Il faut continuer à prévenir pour éviter que des jeunes rencontrent des souffrances. Mmh. Alors, je vous fais réagir aussi, Didier Giblet, peut-être à ce témoignage. Effectivement, c'était un des témoignages assez poignants qui avait été repris par les jeunes ambassadeurs qui sortaient des ateliers du colloque. Quand je préparais cette émission, je relisais le diagnostic qui lui aussi vient de sortir, le diagnostic social du Conseil de prévention. Et ce qui me marque, c'est qu'ici, Aya, c'était 17 ans et 18 ans. Je parle de son anniversaire qui arrive de 18 ans. Et quand je lis le résumé du diagnostic social, on dit que cet âge de 17 ans est particulièrement difficile parce que comme il est juste avant 18 ans, qui est une barrière assez fatidique, et Philippon peut en dire plus au niveau de la loi, etc., en général, ces âges-là sont moins prioritaires, si je puis dire, parce qu'on préfère effectivement remonter plus en amont, où il y a un travail qui peut être fait, comme Philippon vient de le dire, 13, 14, jusqu'à 18. Et donc, c'est les deux choses que ça m'évoque. C'est que cette barrière qui peut aussi être prolongée jusqu'à 22 ans, mais n'aide pas, évidemment. Mais par exemple, dans les jeunes qui sont hébergés dans des hébergements qui appartiennent à Solidarité Logement, quelle est la tranche finalement d'âge que vous accueillez dans vos logements ? Alors, notre objet social, c'est vraiment de 16 à 25 ans. On doit évidemment se mettre dans le cas des AMO avec lesquels on travaille. En général, parce qu'évidemment, on a des conventions différentes en fonction des bâtiments, ce n'est pas toujours avec les mêmes AIS non plus, mais en général, on essaye, comme vous le disiez tout à l'heure, on essaye d'autonomiser les jeunes. C'est comme le disait Philippon, on est tous égaux devant la loi, mais il y en a qui sont plus égaux que d'autres, et surtout certains et beaucoup qui sont moins égaux. Et donc la précarité est grande, il y a plein de facteurs qui jouent, et l'autonomie en est un. Ça veut dire qu'on essaye de travailler sur des tranches, en général dans les derniers bâtiments qu'on fait, de 6 mois, renouvelables, et alors on essaye qu'ils puissent voler de leurs propres ailes, mais c'est évidemment pas toujours aussi facile. Oui, ça, et qu'ils puissent du coup trouver un logement sur le marché locatif plus traditionnel, ou en tout cas ou un logement social. Aussi parce qu'on les aura aidés, et Philippe, on connaît ça mieux que moi, mais dans tout ce qui est, c'est un peu caricatural de dire le terme comme ça, mais de la déshérence administrative, ce qui ressort très fort aussi du diagnostic social, c'est que tous ces jeunes n'ont pas conscience des aides potentielles qu'ils peuvent avoir, donc ils ne sont pas franchement informés, ils sont déjà dans d'autres galères au jour le jour, et donc cette période d'autonomisation peut les aider aussi
dans toutes ces contraintes administratives, évidemment en étant aidés. Et ça permet peut-être, après 3 tranches de 6 mois, de voler plus de leurs propres ailes qu'en amont. Oui, c'est vrai que Philippon Toussaint, dans le témoignage d'Aya, elle dit à la fin qu'en fait, cette histoire, elle doit la répéter, parce que pour en fait avoir des droits ou récupérer des droits, elle doit essayer d'aller un peu dans tous les coins, répéter son histoire pour qu'on lui donne ses droits. Ça aussi, on parle de déshérence administrative. C'est quelque chose qui est fort marqué chez les jeunes vulnérables. Les jeunes, une de leurs vulnérabilités, c'est qu'ils ne savent pas toujours à qui s'adresser. Alors, ce qui est important, c'est qu'il y a des services qui sont proactifs, qui vont à leur rencontre. Donc, qui n'attendent pas que le jeune vienne chez eux, mais qui vont vers le jeune. C'est le cas des services AMO pour la plupart, des services d'action en milieu ouvert, des services comme on vient de citer, comme SOS Jeunes, comme le CEMO, mais comme d'autres aussi. Mais eux ont des projets plus spécifiquement tournés vers l'hébergement. Mais je voudrais revenir sur quelque chose qui est essentiel, c'est de dire que de plus en plus d'acteurs sociaux prennent conscience que le b.a.-ba de l'assise sociale d'une personne, c'est d'être logé, d'être chez soi. Pas rien que d'être logé, pas rien que d'avoir un lit chez un copain ou chez une tante, comme Aya à un moment donné a eu, c'est d'avoir un chez soi, un endroit où on peut déposer ses bagages, on peut se reposer, on peut être en sécurité, on peut être rassuré et en réflexion, en laissant son esprit en jachère, en disant je n'ai pas à me poser la question de savoir où je vais dormir demain ou après-demain, je suis chez moi. Et ça, c'est vraiment essentiel pour une scolarité, pour trouver du travail, pour avoir une relation équilibrée avec ses pairs, avec une relation amoureuse, etc. Tout ça, c'est la base de tout. Et donc, c'est pour ça que se concentrer sur le logement, donc il y a la fameuse politique qui est dite de Housing First. Mais c'est vrai que le Housing First, aujourd'hui, on en parle. Donc, c'est le fait de effectivement remettre les personnes au logement, mais on en parle beaucoup pour des personnes qui cumulent des difficultés. Donc, pour des personnes qui ont des addictions, qui ont des problèmes de santé mentale, de santé de façon générale. Et on dit, il faut vraiment... Le Housing First peut être une solution. On les met au logement et puis après, on règle les autres problématiques. C'est vrai. Mais pour les jeunes qui sont... Par exemple, des jeunes qui ont un dossier ouvert en aide à la jeunesse, qui sont hébergés ou qui sont suivis de manière attentive par un service d'accompagnement d'aide à la jeunesse, eh bien, ces jeunes-là, le Housing First, c'est se dire que quand ils auront 18 ans, ils seront livrés à eux-mêmes, pour beaucoup d'entre eux en tout cas, et que la chose la plus importante, c'est d'avoir un logement, d'avoir quelque chose de solide entre les mains. Alors, ça peut être provisoire, comme des projets qui sont soutenus par Solidarité Logement, mais c'est du provisoire qui n'est pas provisoire d'une semaine ou deux, c'est du provisoire de 6 mois ou 1 an ou 1 an et demi ou 2 ans. Et donc ça permet aux jeunes de se poser pour pouvoir repartir sur quelque chose de plus solide ensuite. Oui, je voudrais rebondir sur le terme de sans-chez-soirisme qui semble un peu bizarre. Moi, je l'ai lu pour la première fois récemment. Mais quand on y pense bien... Parce que Philippon dit déposer ses bagages, c'est aussi déposer son fardeau. Il suffit de s'imaginer, tous vos auditeurs par exemple, ne pas avoir un chez-soi. C'est terrible. C'est terrible parce que c'est vraiment... ça cristallise toute la précarité. Vous n'avez pas un endroit où vous poser. C'est vraiment ça que ça veut dire. Donc c'est plus précis que du logement encore. C'est vraiment un chez-soi. Oui. Et alors, j'ai envie de revenir sur la question de la prévention, parce qu'effectivement, Philippon Toussaint, vous venez de publier le diagnostic social du Conseil de prévention de Bruxelles. Alors, c'est un document très riche qui reprend beaucoup d'informations notamment sur la question des jeunes. Mais là, on voit que, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont liées. Par exemple, pendant les 3 priorités que vous retenez donc à la fin de ce diagnostic social pour votre plan d'action 2025-2027, les 3 priorités, c'est l'école, la pauvreté et la précarité et le logement sans chez-soirisme. Alors, on pourrait se dire, oui, pauvreté, précarité, logement sans chez-soirisme, on voit le lien, et l'école peut-être moins, mais en fait, non, le tout est quand même lié, c'est-à-dire que si on fait de la prévention déjà à l'école, on évite peut-être le reste.
Ben oui, et je vais me permettre de donner quelques petites précisions par rapport à ce que vous venez de dire sur le document. C'est le diagnostic social du Conseil de prévention, qui est quand même une quarantaine de participants, de membres, qui viennent de plusieurs secteurs, pas rien que de l'aide à la jeunesse, mais c'est de l'intersectorialité aussi avec les CPAS, avec le secteur jeunesse, la santé mentale, etc. Il y a plusieurs secteurs qui sont représentés. C'est un diagnostic que vous faites tous les 3 ans. Tous les 3 ans. Et ce qui est très important aussi, c'est de se dire que un diagnostic comme ça, on consulte toute une série de personnes. C'est un diagnostic qui vient d'abord du terrain. C'est des services AMO qui, dans leur quartier, dans les quartiers dans lesquels ils sont implantés, font des observations, font des analyses et les répercutent ensuite pour que d'autres personnes puissent réagir, des gens de la santé mentale, des gens des plannings familiaux, etc., qui disent, tiens, ce que les AMO observent, nous, on observe plus ou moins la même chose, ou pas la même chose, ou bien on observe d'autres choses que l'on n'observe pas. Et donc, c'est un petit peu tout ça qu'est ce diagnostic social, qui est ramassé, qui est synthétisé, et duquel on sort, de ce document, on sort des priorités qui sont déterminées par le Conseil de prévention, donc cette instance d'une quarantaine de membres. Et plus précisément, on essaye d'être plus précis encore dans les thématiques, puisque les thématiques prioritaires, c'est le bien-être à l'école. Ce n'est pas l'école de manière globale et générale, etc. C'est en se disant que si un enfant est bien dans son école, il y a beaucoup de chances que plein de choses fonctionnent bien autour, académique, etc. C'est pour ce qui est des droits vitaux, c'est l'accès aux droits, effectivement. Et ce qui est du logement, c'est l'accès au logement. Mais quand on dit que tout est dans tout et que tout est lié, par exemple, ce qui ressort très fort de l'analyse qui est faite dans ce diagnostic social, c'est qu'il y a plein par exemple, de répercussions sur la santé, et la santé mentale en particulier, qui sont liées au logement. Si on est dans un logement insalubre, mal insonorisé, qui est pas agréable à vivre, eh bien, c'est dur d'avoir une bonne santé, et particulièrement une bonne santé mentale. Mais ce qui est interpellant aussi dans ce diagnostic, c'est que... Enfin, c'est interpellant et en fait, j'ai envie de dire plutôt inquiétant. En parcourant quand même ce diagnostic, j'ai l'impression que la situation... s'aggrave. Alors c'est difficile évidemment. Par exemple, on a aussi les chiffres du sans-abrisme des jeunes à Bruxelles. Selon un dénombrement de Bruxelles en 2022, la proportion des mineurs d'âge sans chez soi est désormais de 13,8% et 10,6% des personnes est âgées de 19 à 24 ans. Donc on est vraiment dans une situation qui paraît assez catastrophique. Je trouve que quand on lit le diagnostic social, il y a quand même des éléments qui sont quand même très inquiétants. Est-ce que vous qui travaillez depuis très longtemps dans ce secteur, vous avez ce sentiment que les choses s'aggravent? Parce que les chiffres, on ne les a pas depuis... On n'a pas des chiffres aussi précis. Il y a 25 ans, on n'avait pas des chiffres aussi précis, donc c'est compliqué, évidemment. Non, j'ai l'impression, effectivement, mais c'est un sentiment. Je dois bien admettre que les choses s'aggravent, en tout cas que c'est plus visible qu'avant. Alors, je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient mal logés avant aussi, de gens qui manquaient de chez soi, ou de chez eux, je ne sais pas comment il faut dire. Mais effectivement, nous manquons singulièrement de chiffres solides sur lesquels on peut s'appuyer pour dire on a une telle évolution de X pourcentage en autant d'années, etc. Et le travail qu'a fait Bruce Help est particulièrement précieux et devra être renouvelé. Et la Fondation Rambaudouin oui, tout à fait aussi mis en place un dénombrement, mais ce dénombrement n'est pas encore systématique et devrait encore se consolider pour avoir une perspective dans le temps plus forte que maintenant. Oui. Peut-être sur ce sujet-là, pour rajouter à ce que Philippon vient de dire, Philippon et moi on se connaît depuis longtemps, mais récemment on avait préparé le colloque et tu me disais, il nous manque de baromètres en fait, on n'a pas beaucoup de chiffres et donc effectivement ça commence à s'élaborer, mais alors il y a une deuxième dimension qu'il ne faut pas oublier, c'est que pas spécialement les jeunes, mais la précarité en général, est en train de croître suite aux 5-6 crises qu'on vient de connaître sur 5-6 ans. Je lisais un article dans le Monde diplomatique tout récemment qui n'était pas spécifique à la jeunesse, mais qui parlait des nouveaux pauvres. On a parlé longtemps des nouveaux riches. Il y a maintenant une classe moyenne qui est en train de baisser, vraiment de partir vers le bas, et on le sent aussi dans les jeunes. Donc là, je parle purement de précarité financière, évidemment, enfin de pauvreté. Oui, c'est dans ce contexte-là. Oui, tout à fait. Et alors, on a aussi beaucoup parlé de Bruxelles, évidemment.
évidemment parce que ce diagnostic social du Conseil de prévention, il concerne Bruxelles et que Solidarité Logement a des projets à Bruxelles. Mais en fait, vous avez des projets aussi ailleurs parce que, évidemment, les jeunes vulnérables, il y en a particulièrement peut-être beaucoup à Bruxelles parce que des jeunes MENA, c'est quand même un lieu peut-être de rassemblement pour certains. Mais en fait, la vulnérabilité des jeunes, elle se situe partout. Et donc, vous êtes présent à Liège, à Verviers, par exemple. Donc, en fait, nous, on est fort tributaire de nos bénévoles, puisque c'est une ASBL. On commence à avoir quelques salariés, mais c'est tout récent, qui se base essentiellement sur des bénévoles. Et on a toujours eu une équipe très active à Liège. Et donc, on a effectivement plusieurs projets terminés, dont un à Montenier. On est sur un gros projet, effectivement, dans la région de Verviers à Dizon, qui là est plutôt de la rénovation. Mais effectivement, le même type de précarité se retrouve là et sur le même public. On a aussi une maison à la Louvière depuis une petite dizaine d'années. Et donc, effectivement, on la retrouve partout. On avait réalisé un reportage il y a quelques mois avec des jeunes vulnérables et on avait rencontré un éducateur qui nous disait qu'il avait le sentiment parfois qu'on mettait trop de responsabilité sur l'épaule du jeune et que, par exemple, s'il était en échec, c'était aussi, on le rendait trop responsable de son échec. Comment est-ce qu'on peut changer les choses ? Alors, on a beaucoup parlé de prévention, mais voilà, les AMO, quel est le travail qu'elles peuvent faire pour justement que le jeune ne soit pas en échec et que cette responsabilité ne lui porte pas vraiment ne porte pas uniquement sur ses épaules. Mais les AMO, donc les services d'action en milieu ouvert, mènent deux types d'actions. Des actions de prévention éducative, c'est-à-dire qu'on s'intéresse aux individus, on travaille sur leur capacité à réagir par rapport aux difficultés qu'ils rencontrent et à les résoudre et à les surmonter. Et puis, il y a ce qu'on appelle la prévention sociale. Et la prévention sociale, c'est non pas travailler sur le jeune lui-même ou sur sa famille, mais c'est travailler sur son environnement. C'est de se dire que peut-être les règles peuvent être changées, peut-être que les aménagements de l'espace, des espaces physiques, des quartiers, etc., peuvent être améliorés. Peut-être que la mobilité peut être améliorée parce que vous parlez de Bruxelles, mais l'exercice du diagnostic social ici, c'est fait aussi chez mes collègues chargés de prévention, directeurs de services de prévention des 13 arrondissements de la communauté française. Et donc, par exemple, la mobilité, c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup de personnes de services AMO, etc., dans la prévention, dans les zones rurales, parce qu'un jeune ne peut pas se déplacer à Bruxelles, c'est pas le problème d'avoir un tram, d'avoir un bus. Par contre, il y a d'autres problèmes qui sont spécifiques à Bruxelles. Et donc, c'est très important d'avoir cette notion de prévention et éducative et sociale. L'éducatif, c'est se baser sur les capacités des jeunes à réagir et à résoudre par eux-mêmes les problèmes. Ils sont aussi victimes d'un système, d'un fonctionnement global et général de la société. Si les logements sont, par exemple, devenus très chers à Bruxelles, c'est pas eux qui sont aux manettes pour pouvoir réduire le prix. Donc voilà des choses qu'il faut dénoncer et qu'il faut interpeller. Oui, c'est ça. On est tributaire effectivement de cette augmentation des loyers notamment. Alors, on arrive à la fin de l'émission, mais donc j'ai envie de rappeler peut-être pour Solidarité Logement. Il y a un site internet, donc c'est www.solidarité-logement.be. Sans accent. Sans accent. Donc solidarité sans accent, solidarité-logement.be. J'imagine que si on veut vous aider comme bénévole ou, par exemple, en mettant en disposition des bâtiments, etc., j'imagine que ça vous intéresse. Nous sommes preneurs. Vous êtes preneurs. Donc, toutes les informations, effectivement, c'est très complet sur votre site. On voit vraiment en détail les projets que vous menez. Et donc, ces actes seront disponibles aussi les actes de ce colloque seront disponibles. Et Philippon Toussaint, ce diagnostic social, maintenant, vous allez en faire quoi et qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Deux choses qui vont être faites par rapport à ce diagnostic social. D'une part, on a lancé un appel à projet pour que des gens s'inscrivent, mènent des actions pour essayer de répondre aux priorités qui ont été énoncées. Donc le bien-être à l'école, l'accès aux droits fondamentaux et l'accès au logement pour les jeunes vulnérables. Donc c'est un plan d'action qui va commencer en 2025 et qui va se dérouler sur 3 ans, donc 25, 26, 27. Et puis par ailleurs, on continuera à travailler de manière constante les faits sociaux qui sont en lien avec ce diagnostic, puisque les choses ne sont pas immobiles. Un diagnostic social, c'est comme une photographie. On dit aujourd'hui, au moment T, eh bien, voilà la situation, mais la situation évolue tout le temps. Et j'en veux pour preuve, le dernier diagnostic social était sorti juste un tout petit peu trop tôt, pour les services AMO en tout cas,
puisqu'il était sorti en février 2019, c'est-à-dire juste avant la crise Covid, et il n'en parlait pas. Personne n'en parlait. Oui. Et un mois après, on ne parlait plus que de ça. Et ça avait un impact sur la vie sociale des jeunes et la vie psychique des jeunes de manière phénoménale. Et on ne pouvait pas le prévoir vraiment et à ce moment. Difficilement prévoir. Il fallait être très malin pour le prévoir. C'est sûr. Merci en tout cas à tous les deux, et on continuera à parler de ces thématiques évidemment, et de s'inquiéter pour ces jeunes dont l'avenir est parfois compromis, mais en tout cas où on voit qu'il y a des actions qui sont menées pour que ça se passe mieux pour eux. Merci beaucoup Philippe Pontoussaint, merci Didier Giblet. Merci pour votre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis, une belle soirée à tous.